Technologie de surveillance et de traitement, hein, on va parler de ça maintenant. Donc on va parler de ces fameuses technologies, on va parler de comment on les utilise, et on va parler aussi de quoi on va parler. On va parler d'intelligence artificielle également. Alors, les technologies aujourd'hui, mesure en continu du glucose, système de boucle fermée, on revient vite fait déjà là-dessus, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Les boucles fermées? Oui. J'ai combien de temps? On va passer vite là-dessus parce que Alors, je crois que beaucoup de gens connaissent. Ouais, donc c'est quand même une grande avancée technologique et c'est grâce justement aux avancées technologiques des algorithmes qu'on a pu avoir ça. Donc, probablement, puisque vous êtes là pour le diabète, vous avez dû entendre parler des capteurs de glucose en continu. Vous savez, ces petits patchs en plastique qu'on porte sur le bras avec une petite aiguille qui mesure très régulièrement, toutes les 5 minutes, le taux de sucre. Ok, donc maintenant, vous avez sûrement vu autour de vous, au moins une fois dans votre vie, des jeunes qui avaient des pompes à insuline, donc comme qui ressemblent à des petits smartphones tout petits. Alors, je suis désolée, j'ai des photos, mais je n'avais pas amené mon matériel. Qu'on peut soit coller sur la peau, soit avec un petit cathéter qu'on porte dans la poche. Donc ça s'appelle une pompe. Donc qui envoie de l'insuline en permanence. Et ben, en fait, ce qui a changé, c'est qu'on est capable de mettre un algorithme en plus, ce qui fait que la pompe et le capteur vont communiquer ensemble. Donc la pompe va recevoir l'information du taux de sucre toutes les 5 minutes par le capteur, et avec un algorithme qui va faire une prédiction. Donc l'algorithme, il analyse la glycémie du moment, ce qui s'est passé dans les heures précédentes, il fait une prédiction, il dit « Ah là, si ça continue comme ça, dans 1 heure, le taux de sucre il va être à tant, donc je vais envoyer tant d'insuline pour corriger ou maintenir la glycémie. » Et ça, le système, il fait ça toutes les 5 minutes. Ce que, en théorie, le patient devrait faire, mais évidemment, aucun patient ne peut faire ça toutes les 5 minutes. Donc, c'est ça qu'on appelle la boucle fermée. Alors, ce n'est pas vraiment des boucles fermées parce que le patient doit continuer à donner des informations à la pompe, il doit continuer à lui annoncer les repas, à lui annoncer l'activité physique. Il doit aussi s'occuper de changer le matériel. Et il faut changer ses patchs, il faut changer la pompe, le cathéter. Et puis, il faut qu'il réponde aux alarmes puisque ça reste de la technologie et ça bip. C'est comme votre smartphone, des fois il n'a plus de batterie, des fois il ne marche pas. Donc il faut aussi répondre à ça. Donc ça aide beaucoup. Dans les études, on voit une amélioration de l'équilibre glycémique clair. Pour beaucoup de patients, il y a aussi un allègement de la charge mentale puisqu'il y a une partie de l'adaptation qui va se faire. Mais tout n'est pas non plus résolu. Et il y a même un certain nombre de patients qui disent que le fait d'avoir tous ces systèmes augmente aussi leur charge mentale. Donc, il y a vraiment une personnalisation très importante. Alors, vous savez quoi? J'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'appeler Elisabeth Chabot. Elle est là. Vous m'excusez. Hein. Elisabeth Chabot, elle est IPA. Elle est IPA. C'est infirmière de pratique avancée. Mention PCS, attention, hein, on rigole pas. Et c'était important que vous soyez avec nous parce que vous êtes au plus près des patients. Donc, excusez-moi, votre feuille était en dessous. Je suis vraiment confus. L'IA, Nicolas Gambardella, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'IA, pour nous? Qu'est-ce qu'elle améliore dans nos approches? Et comment on va s'en servir? Alors, il y a deux choses. D'une part, l'IA, c'est large, et d'autre part, l'IA, ça fait pas mal de temps qu'elle est là. Hein. Elle n'a pas attendu ChatGPT pour arriver. Donc, au niveau parcours patient, l'IA, en fait, elle est utilisée dans la prédiction des risques. Elle peut être utilisée dans la prévention, dans le diagnostic et dans le traitement. Et bien sûr, dans la meilleure connaissance des maladies. Donc, au niveau du diabète, maintenant, il commence à y avoir des modèles IA qui améliorent la prédiction des risques. En particulier, tout à l'heure, on a parlé des risques génétiques, donc basés sur les risques génétiques du patient et de ses parents, par exemple. Donc ça, c'est une chose.
Au niveau prévention, on a des apps maintenant qui permettent de gérer en particulier le mode de vie, l'alimentation, etc. Au niveau diagnostic, l'IA, avec l'analyse par exemple des fonds d'œil, permet des diagnostics assez complexes, mais en même temps bon marché. Donc ça a été une grosse avancée de l'IA. Et alors plus récemment, on parlait des nouvelles molécules, des nouvelles avancées. Je ne sais pas si vous savez, mais l'an dernier, l'IA a reçu 2 prix Nobel en physique et en chimie. Et en chimie, le prix Nobel a été donné pour un modèle qui s'appelle AlphaFold 2, qui a craqué un problème qui était un problème depuis 50 ans pour la communauté, qui est la prédiction de la structure 3D des protéines. Et à partir de ça, on peut essayer de prédire, de découvrir de nouveaux médicaments. À ma connaissance, ce n'est pas le cas dans le diabète encore, mais le premier médicament prédit par AlphaFold dans le domaine en oncologie est passé maintenant en essai clinique. Et donc, il y a des espoirs qu'on puisse développer de nouveaux traitements grâce à des modèles d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est en gros le panorama de l'IA actuelle. Alors, technologie de surveillance et de traitement, on va continuer. Et puis après, on va parler avec vous, Jean-François Thébault et Elisabeth Chabot, on va parler de comment ça se vit ça, au jour le jour, hein, parce que c'est important. On a parlé des systèmes de mesure en continu, on a parlé des systèmes en boucle fermée, on vient de parler de l'IA. Un mot sur la génétique et la télésurveillance. Oui, alors moi je peux parler de la génétique. Donc Nicolas a un peu introduit tout à l'heure, hein, le diabète est une maladie génétique, hein, l'héritabilité de 70%, donc quand même la composante génétique est forte. Et nous, ce qu'on fait récemment, on essaie vraiment de développer ça, c'est qu'en fait on analyse des formes purement génétiques, ce qui s'appelle des formes monogéniques, donc une seule mutation est suffisante à entraîner la maladie. Et jusqu'à présent, on croyait que ces formes monogéniques de diabète étaient extrêmement rares, très sévères, apparaissant tôt dans la vie. Donc c'est vraiment ce que vous voyez dans les textbooks, c'est que les formes génétiques, c'est rare. Mais en fait, finalement, c'est bien plus fréquent que ce qu'on pensait. D'après nos dernières études, c'est entre 6 et 10% des cas avec un diabète de type 2. Donc c'est quand même très c'est pas si rare que ça, on rentre plus dans la définition de la maladie rare. Et ce qui est important de noter, c'est que parmi les gènes qui ont été découverts pour être impliqués dans ces formes monogéniques, il y a des gènes dits actionnables, c'est-à-dire dès lors qu'on trouve une mutation dans l'un de ces gènes, eh bien on peut changer le traitement. Par exemple, on disait tout à l'heure que finalement c'était des médicaments à vie. Pour les patients mutés pour la glucokinase, par exemple, eh bien on stoppe le traitement. Le traitement ne sert à rien et en fait n'apporte que des complications. Et finalement, ce sont des gens qui, malgré leur hyperglycémie, ne vont pas avoir de complications et vont très bien vivre. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et c'est l'un des gènes les plus fréquemment mutés dans les formes monogéniques de diabète. Il y a un autre exemple aussi, HNF1-alpha. Chez ces patients-là, généralement, ils sont traités sous insulinothérapie parce que c'est des formes assez sévères. Et bien là, on peut arrêter l'insulinothérapie pour switcher sur des formes, des sulfamides hypoglycémiants. Et ça marche très bien. Donc voilà, c'est des exemples qu'on travaille sur ça, on essaye de développer ça vraiment pour... notre but, c'est vraiment de systématiser en fait ce séquençage parce que, eh bien, il y a un effet réel sur la vie des patients. Arrêter une insulinothérapie, c'est très chouette pour le patient. Et aussi d'un point de vue aussi après conseil génétique, d'un point de vue prévention, parce qu'après on peut aller tester la famille et tester les enfants pour savoir s'ils sont porteurs de la mutation et auquel cas, eh bien, on peut adapter après leur future prise en charge. Et aussi d'un point de vue de la société, puisque, comme on sait tous, ce sont des choses normalement qui coûtent cher et clairement, ça peut être rentable pour la société. Alors génétique, moi j'avais noté deux approches. En fait, il y a l'approche du séquençage avec les mutations et donc les gènes actionnables dont vous venez de parler. Et puis il y a la médecine de précision aussi. Oui, en fait, la médecine de précision, en fait, elle suit le séquençage. C'est que dès lors qu'on trouve une mutation, eh bien, on peut adapter la prise en charge. Et donc, le séquençage va avec la médecine de précision. Et l'IA, là-dedans, elle nous aide, parce que c'est des gros volumes de données
Et quand on veut faire du séquençage, rapprocher ça de facteurs de poids, de glycémie, environnement, tout ça, et qu'on met tout ça dans un gros pot, il faut du traitement derrière. Vous avez tout à fait raison, et aussi rien que pour l'analyse de la mutation et savoir sa pathogénicité éventuelle, en fait, il y a un énorme travail où il faut justement agréger beaucoup d'informations, et là, il y a un réel enjeu de l'intelligence artificielle. Là, on n'est encore pas totalement au point, on n'est pas encore au top de l'efficacité, et clairement, l'IA va apporter beaucoup aussi dans ce domaine-là. Alors, on a parlé de plein de choses. Comment ça se vit tout ça au quotidien? Jean-François Thébault, vous êtes vice-président de la Fédération française du diabète. Vous êtes, Merci. Vous êtes cardiologue aussi, dites-moi. Oui, je l'étais. Oui. Hein, Ici, cardiologue un jour, cardiologue toujours. Et en plus, je suis le local de l'étape, puisque j'étais à Sarcelles, installé à Sarcelles pendant 35 ans. Alors, Dieu sait si je suis venu souvent ici. Ces systèmes de mesure en continu, ces systèmes en boucle fermée, l'IA, tout ça. Allez-y. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tout ce que vous venez de dire, qui est tout à fait vrai, très savant, mais il y a quand même des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier, un public comme le vôtre, que l'activité physique, l'alimentation, l'épigénétique, l'environnement, tout ça, ça a une influence extrêmement importante sur l'expression des gènes en question. Et donc, ça n'empêche pas tout ce qu'on trouve qu'il faut respecter ces mesures-là. Le tabac, ça augmente le diabète de type 2. L'activité physique, la sédentarité, ça augmente le diabète. Les études montrent que les aliments ultra-transformés, ça augmente le diabète, que les nitrites, ça augmente le diabète, sûrement par un mécanisme génétique ou épigénétique, mais c'est des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier. Et tout ça, ça explique sûrement pourquoi, contrairement aux idées reçues, le diabète de type 2, il est beaucoup plus fréquent chez les parents. Par exemple, les enfants des parents. Quand vous avez un parent qui a diabète de type 2, vous avez 40% de chances d'être diabétique. Quand vous avez deux parents diabétiques de type 2, 60% de chances d'être diabétique de type 2. Pour le diabète de type 1, c'est 7% quand c'est le papa, 3% quand c'est la maman. Vous voyez la différence au point de vue de... Donc c'est très important. Et pour le diabète de type 2, c'est pour ça que je me permets d'insister, que tout ce qu'on a dit sur la prévention primaire, c'est absolument fondamental, parce que dans l'attente de découverte de ces gènes spécifiques qui vont permettre d'avoir des traitements, ou pas de traitement d'ailleurs, ou pas de traitement, eh bien, il y a toutes ces précautions à prendre, qui est de la prévention primaire et sur lequel il faut insister absolument et le plus tôt possible dès l'école. Voilà. Alors moi, j'ai une question. C'était un petit plaidoyer pro-domo que je voulais donner parce que... Vous avez raison, et voilà. Ça m'inspire une question. Quand vous avez des parents qui ont chacun un diabète de type 2, vous avez, je ne sais plus combien de 60% de chance d'avoir un diabète de type 2 dans votre vie. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un côté génétique, ou est-ce que ça veut dire que, comme ils avaient peut-être une hygiène de vie, une alimentation, hygiène de vie qui était compliquée, ils vous l'ont transmis en quelque sorte par leur éducation? Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, mon capitaine. Quand vous êtes, on voit très bien que l'incidence du diabète est extrêmement plus importante, 3 fois plus importante, dans les populations les plus défavorisées. On est à 5-6% de taux de diabète. C'est vrai qu'on a vu les chiffres du diabète ce matin, et c'était flagrant. Quand on est dans ces pays, dans ces zones-là défavorisées, on est à 15% de risque. Et le Val d'Oise en fait partie. Ça, c'est pas de la faute des parents. C'est peut-être un peu de la faute de leur capital génétique, mais c'est aussi la faute de l'environnement dans lequel ils vivent, de type d'alimentation qu'ils ont et de tous les facteurs, y compris les perturbateurs endocriniens, y compris la pollution, y compris les mauvais produits, y compris les aliments ultra-transformés, les nitrites et tout ce que vous voulez. Et maintenant aussi, non seulement le sucre, le vrai sucre, mais aussi les faux sucres, comme ça vient d'être démontré. Donc ça compte, vous voyez. Donc on n'est pas égaux devant la santé. Tous ensemble. Moi, j'ai vécu ici, maintenant je vis à Paris. Je peux vous garantir que quand je vois le contenu des caddies ici et le contenu des caddies à Paris, on voit une grosse différence, parce qu'il y a une question culturelle aussi. Et ça, il ne faut pas stigmatiser. C'est le rôle de la collectivité, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle des collectivités territoriales d'améliorer tout ça par l'aménagement du territoire, par l'aide à l'alimentation, les produits frais. On n'en trouve pas beaucoup des produits frais dans les banques alimentaires, etc. Il faut des frigos pour les conserver, etc. Tout ça, ça doit être fait. Et donc ça me paraît un point essentiel à dire, parce que c'est l'avenir aussi. C'est peut-être pas de la recherche brillante,
mais c'est de la recherche sociale à faire et c'est absolument fondamental. Vous avez raison. Excusez-moi, mais je voulais le préciser parce que c'est important de dire que finalement, si on peut éviter la maladie, on n'aura pas les traitements après. Absolument, et voilà. Ça fera des économies de Alors, santé et les gens se porteront mieux. Voilà, sur les systèmes de suivi. D'abord, dans l'état actuel des choses, ça ne concerne qu'une petite partie des patients diabétiques, puisque pour avoir droit à ces capteurs qui permettent de suivre, il faut être sous insuline et pas être très bien équilibré, puisque c'est le médecin qui décide de la prescription pour que je sois remboursé. Moi, je suis diabétique de type 2, je n'ai pas d'insuline, grâce aux médicaments dont on a beaucoup parlé, parce que ça m'a évité de passer sous insuline dans des situations où j'aurais dû être mis sous insuline, mais ces médicaments ont permis de retarder. Je serai un jour peut-être sous insuline, mais retarder. Et ça, c'est grâce aux médicaments et au freestyle que j'ai là, le capteur que j'ai, qui me permet de me suivre et qui m'a permis de bien comprendre l'effet de mon alimentation et des différents aliments sur mon équilibre à moi. Vous savez, il y a un bouquin dont on parle beaucoup de comment elle s'appelle, Insudé, GC Insudé, sur Glucose Révolution. À la fin du livre, chose qu'on lit rarement d'ailleurs, elle dit « Attention, tout ce que j'ai fait, ça ne me concerne que moi. Ça concerne ma physiologie, c'est moi qui ai réagi comme ça. » Au passage, je pense qu'elle est diabétique ou pré-diabétique, quand j'ai vu les courbes, mais enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas. Ouais, bon. Exactement. Donc, c'est sûrement les avocats qui l'ont dit, mais c'est ça, c'est personnalisé. Et donc, on parlait de personnalisation du traitement. L'utilisation des capteurs, ça a 3 usages. Enfin, un premier usage qui est un usage complètement égoïste, c'est pour moi, pour mieux me connaître, pour savoir combien je vais me faire ma piqûre d'insuline quand on est sous insuline, ou moi, pour savoir ce que je peux manger ou pas manger, parce que je vois les effets que ça fait, de la même manière que je vois les effets de l'activité physique, et même les effets du tabac, parce que j'ai refumé un peu bêtement à un moment, j'ai vu que j'avais gagné quelques dixièmes de points d'hémoglobine glyquée que j'ai perdu quand j'ai arrêté de fumer. Donc on voit des effets directs. Ça, c'est un effet personnel. C'est un deuxième effet qui permet une coordination et un parcours de soins, coordination avec ces professionnels de santé. Mes données sont envoyées à ma diabétologue ou à mon médecin qui peut les consulter. Et du coup, par téléconsultation, c'est aussi les innovations, la télémédecine, par téléconsultation, on peut avoir, sans que j'ai obligé de me déplacer, on peut avoir des relations. Puis le troisième effet, ça va être pour la recherche. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, ça fait d'immenses paquets de données qui vont pouvoir être utilisés et qui vont sûrement, dans l'avenir très prochain, nous permettre d'avoir des nouvelles normes de traitement et d'équilibre. Vous savez, pour la tension artérielle, avant, on prenait la tension chez le médecin et on disait « vous êtes hypertendu » en fonction de la tension chez le médecin. Puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas si formidable que ça, l'effet blouse blanche, etc. Donc les normes ont changé. Et maintenant, la tension artérielle, elle est mesurée soit à l'aide d'un appareil qui va vous prendre la tension pendant 24 heures, on appelle la mesure autonome de la pression mesure ambulatoire de la pression artérielle, soit l'automesure où on vous fait prendre plusieurs fois par jour la tension et puis une règle de 3 pour avoir des chiffres moyens. Et je pense que c'est ce qui va se passer aussi avec les glycémies. L'hémoglobine glyquée, c'est un indicateur indirect. Je suis sûr que plus tard, très prochainement, on aura des nouvelles normes dans la cible, glucose moyen, enfin sûrement variabilité, je ne sais pas, mais vous allez nous trouver des nouvelles normes. Et ça, ça va être grâce à la recherche. Je vois Emmanuel qui a envie de réagir, mais il ne faudra pas oublier. Et j'ai envie de donner la parole, et réagissez, et après j'ai envie de donner la parole à Elisabeth. Après un petit mot sur les apps, et puis il y a, mais après, allez-y. Je vous redonne la parole après, ne vous inquiétez pas. Donc Emmanuel et après Elisabeth. 30 secondes. Oui. Tu as débuté en disant les capteurs, ça n'est que pour les patients sous insuline. Et après, tu nous as dit, mais moi je ne suis pas sous insuline, mais j'ai un capteur. Je le paye pour être remboursé. Donc je le paye. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a ça me coûte 82 ou 3 euros par mois pour avoir mes capteurs. D'accord. Et est-ce qu'à la fédération, c'est quelque chose que vous... C'est un débat, c'est un conflit, un cheval de bataille qu'on a de manière très claire, avec notamment aussi la Société francophone du diabète et les diabétologues, pour, dans certaines circonstances, par exemple, dans les grossesses, dans le diabète gestationnel, qui ne sont pas encore sous insuline, pour pouvoir les équilibrer, ou par exemple dans l'éducation thérapeutique en début de traitement. Parce que ce qui nous paraît important aujourd'hui, avec le mécanisme de l'ALD, c'est qu'on prend les patients en charge au moment où ils vont plus bien, enfin plus mal,
C'est-à-dire qu'on les met en ALD. Or, ce qui est important dans le diabète, c'est le traiter le plus tôt possible. Donc, en fait, toutes ces mesures-là, elles devraient être faites comme l'éducation thérapeutique, qui est pratiquement jamais faite au tout début du diabète. Ça devrait être au début, parce que c'est là où c'est le plus efficace. Tout à l'heure, tu as dit que le prédiabète, on pouvait même en guérir ou éviter de venir en diabète avec des mesures hygiéno-diététiques, voire des traitements, mais qu'on pouvait guérir du prédiabète. Donc, c'est à ce moment-là, pour nous, qu'il paraît le plus efficace d'agir. Alors, pour ça, il faut donner les moyens. Et il faut que l'assurance maladie, elle comprenne que c'est à ce stade-là qu'il faut agir. Et c'est pareil pour les maladies cardiovasculaires. Il ne faut pas attendre d'être obligé de mettre des stents ou l'insuffisance cardiaque. Il ne faut pas attendre d'être hospitalisé. Il faut le prendre en charge le plus tôt possible. C'est ça la prévention aussi. C'est la prévention secondaire et tertiaire, mais c'est ça aussi. Vous savez, Jean-François, voilà. Pour travailler sur plusieurs disciplines, je vois que la prévention, on en parle beaucoup, mais que la CPAM... elle n'a pas envie d'investir dedans, en vrai. Alors, la prévention secondaire et la prévention tertiaire, c'est 100% la CPAM qui la finance. Je veux dire, la prévention secondaire, c'est les statines, c'est remboursé. Les préventions secondaires, c'est le traitement de l'hypertension. Mais la primaire. Voilà. La prévention primaire, elle en fait plus que les autres, y compris plus que les entreprises et plus que les mutuelles. 800 millions d'euros rien que sur les vaccinations par an, par exemple, de la caisse primaire des caisses primaires d'assurance maladie. Alors, ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Elisabeth. Alors, Elisabeth, on a entendu donc, le point de vue des médecins, on a entendu la fédération, les infirmières qui voient les malades tous les jours chez eux. Alors, moi, qu'est-ce que vous nous dites ? Je suis dans un cabinet. Alors, c'est vrai que la télésurveillance, c'est très chronophage. Il faut quand même dédier des heures. Plus ça va, plus on a des patients en télésurveillance, plus ça va, la technologie avance. Donc, on a quand même pas mal maintenant de pompes qui sont en boucle semi-fermée, avec de plus en plus de patients qui sont demandeurs. Le problème en France, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir... Alors, toutes les données des pompes remontent sur des plateformes. Et les plateformes, on n'est pas capable d'avoir une seule plateforme pour toutes les pompes. Donc, on se retrouve aussi, c'est un peu le problème de la télésurveillance, avoir plusieurs plateformes. Donc, on a le Gluco, on a MyDiaby, on a Urloop là pour la dernière pompe. Donc, c'est vrai que c'est un peu chronophage pour nous les soignants. Des fois, on a le patient devant nous et on ne sait plus sur quelle plateforme il est. Donc, ça aussi, c'est un problème. Voilà. Et on a aussi l'impression, alors il faut avoir du recul, mais l'impression des fois d'espionner aussi les patients. Parce qu'on sait très bien si l'insuline n'a pas été faite, si les bolus ont été faits, mal faits, ils n'ont pas été faits 10 minutes avant les repas. Et il faut expliquer, parce qu'il y a des patients des fois qui vous disent « Ah ouais, mais maintenant vous savez toute ma vie ». Bah non, on n'est pas là pour regarder. De toute façon, on a tellement de patients qu'on ne peut pas être à tout regarder. On est là aussi pour les prendre dans la main et les aider. On est là pour vous accompagner, pour vous aider. Alors, j'ai une fois un patient qui m'a dit oui, mais moi, je me sens connecté. Quand j'ai mon téléphone qui sonne, on me rappelle mon rendez-vous sur Doctolib. Après, c'est ma pompe qui me rappelle si. Je suis toujours connectée. Mais en fin de compte, je suis un humain et j'ai l'impression que vous ne voyez que des courbes. Non, on ne le voit pas comme ça. Et je pense que nous, j'ai eu la chance d'aller faire un stage, moi, à la Riboisière avec le professeur Yveline. Et il y avait Nicolas Niedicht, le sociologue, voilà, qui était vraiment très bien parce que lui, il a fait le parcours patient et le professeur Evelyne a fait le côté professionnel de santé. Et là-dessus, il a fait une chanson qui est en rap et qui a le versus médecin et le versus patient. Vous allez nous faire un petit rap, là, Elisabeth ? Non, mais vous pouvez l'avoir, ils sont en libre service sur YouTube. Et c'est... ouais, c'est ça. Et c'est docteur sociopath. Et franchement, il faut aller écouter ses chansons. Il en a fait beaucoup. C'est pareil, vous avez la chanson qui est juste l'équilibre. En fin de compte, le médecin, lui, il veut une hémoglobine glyquée à 6,8. Et lui, le médecin dit que c'est effectivement pour éviter les complications par rapport au diabète. Alors que lui, le patient, il veut juste vivre le jour le jour.
Donc voilà, c'est des choses et en fin de compte, on est que temps. Différence donc entre le patient qui vit le jour et le médecin qui voit l'évolution Tout à à fait. long terme, mais ils ne parlent pas de la même chose les 2, c'est ça? Et souvent, on ne parle pas de la même chose. Nous, on veut le bien pour le patient, mais on n'est pas forcément dans la vraie vie du patient. En fin de compte, le patient, il vit, il mange. Ben oui, ça peut arriver qu'un soir, il a un gueuleton et que c'est pas prévu et qu'il ne sait pas compter ses glucides et que c'est pas pour ça que le lendemain ou le surlendemain, des fois, enfin, il faut pas l'attraper. Moi, je suis un peu confrontée des fois avec les médecins traitants qui comprennent pas. Enfin, ils trouvent que je suis trop gentille avec les patients. Mais non, enfin, on peut pas être, voilà, si le patient il est enfin là, moi j'ai eu, hier une patiente qui était à 6,8 qui mesure 1,68 m pour 65 kilos et son médecin traitant m'a fait un courrier comme quoi il faut encore qu'elle maigrisse et qu'elle descende dans sa glycémie. Non, c'est pas possible. Enfin, moi j'ai dit: «Je ne sais pas faire». Même avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas faire. Alors dans la vraie vie aussi, on dit aux gens, il faut bouger. Bon, ça c'est à la portée de tout le monde. Il faut manger équilibré. Là, il y a des problèmes de trouver les bons produits. Il y a des problèmes financiers des gens aussi. C'est la vraie vie, ça. La vraie vie, on a beaucoup de gens, enfin, dans le Val d'Oise, on a quand même pas mal de gens qui vivent avec une petite retraite ou voilà, qui n'ont pas tellement les moyens. Moi, j'en ai pas mal qui sont quand même au Secours populaire ou au Resto du Cœur. Et ben, il faut s'adapter, il faut parler en fonction de ce qu'ils mangent. Ben, moi, je leur dis pas, faut manger 5 fruits et légumes. S'ils vont tout le temps au Resto du Cœur et qu'au Resto du Cœur, on leur donne que des pâtes, et ben, on s'adapte avec les pâtes. Donc, c'est toujours dire, eh ben, vous mangez vos pâtes, mais vous m'enlevez une cuillère. On essaye d'enlever une cuillère sur la ration de pâtes. Ou on prend une assiette, parce que souvent, c'est vrai que c'est des, comme on a parlé, hein, des grandes assiettes. Et ben, je demande de prendre une assiette à dessert. Comme ça, la ration, elle est plus petite, mais je les prive de rien, quoi. Si c'est du pain, et ben, on enlève un peu de pâte et puis on rajoute un petit morceau de pain. Il ne faut pas les priver. Parce qu'on va à l'échec. De toute façon, le jour, si on prive les patients, le jour où ils vont voir quelque chose qui leur fait plaisir, ils vont se jeter dessus et on va faire pire que bien. On arrive quasiment au terme de cette session. On va se retrouver après pour vivre avec le diabète. Un petit mot de conclusion. Chacun, un take-home message, comme on dit dans les congrès médicaux. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de ces nouvelles molécules dont on a parlé, de ce système de surveillance. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Parce que tout ça, va nous emmener vers la session Vivre avec le diabète. C'est quoi le take-home message? Donc moi je commence, mais bon, on a parlé beaucoup de molécules, je voudrais juste parler de l'IA. Je voudrais juste dire qu'on est au début d'une révolution qui fait un peu peur. Il y a des grosses promesses qui ne seront pas toujours réalisées, il y a des risques associés. L'équité de l'accès aux soins, par exemple, ce genre de choses. Mais il y a aussi des technologies qui apparaissent pour le monitoring. On parle du monitoring. Il y a par exemple des lentilles oculaires qui monitorent le glucose quasiment en temps réel, avec de nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui permettent de prédire les courbes et qui seront moins invasifs. Et qui seront importants parce qu'on parle beaucoup de l'hyperglycémie. Il ne faut pas oublier que 10% des patients diabétiques décèdent d'hypoglycémie. Donc pouvoir les prédire aussi très très exactement et assez rapidement est important. Donc je pense qu'on vit une période qui est pleine de promesses. Il faut l'aborder avec les yeux ouverts et prudence, mais espoir. Je pense que peut-être ce chiffre est un petit peu haut. C'est les patients qui font beaucoup d'hypoglycémie sont parfois des gens plus fragiles qui effectivement peuvent faire, mais c'est pas forcément l'hypoglycémie en elle-même. Moi, je dirais, si j'ai un seul mot à dire, c'est accompagnement. Je pense que vraiment notre rôle de soignant, c'est d'accompagner les patients, même si on a parlé de plein de molécules, d'activités physiques, tout ça. En fait, on doit toujours revenir à quel est le problème principal du patient, quel est votre priorité, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et en fait, on va construire ensemble les choses, puisque en fait, quand on parle de diabète et de modification thérapeutique du mode de vie, on ne dit plus hygiène de vie, docteur. On est là justement pour aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour
améliorer les choses. Et donc vraiment, je pense qu'il faut concevoir. Et ça, on aura beau mettre toutes les IA, toutes les plateformes qu'on veut. Derrière, il y aura toujours un humain qui pourra tenir la main aux patients, j'espère, pour accompagner. Deux points. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure, le bon traitement, l'évidence de la médecine, ça rapporte sur 3 facteurs. Un, bien sûr, les connaissances de l'art, les connaissances du praticien. Et le troisième, c'est les préférences du patient. Donc, ne jamais les oublier, parce que dans le traitement du diabète, on traite 2 choses qui sont devenues différentes maintenant. On traite l'équilibre glycémique, mais on traite aussi la prévention des complications. On meurt pratiquement plus du diabète maintenant en France, on meurt des complications du diabète. Et la deuxième chose sur l'IA, c'est un formidable espoir, mais qui peut aussi rendre service aux patients. Sur mon espace santé, je ne sais pas, qui est-ce qui utilise son espace santé ? Oui, il n'y a pas beaucoup. Hein. Sur l'espace santé, il y a toutes les données maintenant pour un patient diabétique qui lui permet d'avoir son parcours de soins. Et avec une IA, et on travaille avec l'assurance maladie là-dessus, avec une IA individuelle pour chacun qui pourrait dire voilà où ils en sont, voilà ce qu'il faut faire comme vaccination, comme rappel, aller voir le podologue, on aura tout à l'heure une podologue, aller voir le podologue, etc. Tous ces éléments sont sur mon espace santé. Il faut les mettre en ordre et l'IA peut s'y appliquer tout à fait. Alors, pour dernier point, c'est vrai qu'il y a des patients qui vivent mal, et Nicolas Nedich l'avait bien montré, maintenant Arnaud Bubeck, il y a des patients pour lesquels tous ces outils augmentent la charge mentale, ils disent qu'ils ne le vivent pas bien, mais il y en a, il faut en tenir compte. Mais la majorité disent qu'au contraire, ça les soulage beaucoup. Et je pense notamment aux parents qui se réveillaient plusieurs fois par nuit pour aller vérifier si le gamin n'était pas en hypoglycémie. Là, avec la machine, ils vivent une autre vie. C'était un enfer avant. Donc, il y a les deux, et c'est pour ça qu'il faut s'adapter aux patients. Donc, en plus de l'IA, des promesses aussi en termes de recherche sur les composantes génétiques. Aujourd'hui, il y a des formes, comme je vous l'ai dit, une réelle forme de médecine de précision sur quelques cas, et je pense que ce nombre va pas cesser d'augmenter, et donc là aussi beaucoup de promesses. Alors moi, je dirais que le diabète, c'est une maladie où c'est un long parcours, mais le long parcours, il y a le patient, il y a le soignant, et il faut le faire ensemble. Et on est là pour vous accompagner et le faire ensemble.